Lorsqu'il a souhaité me resservir une coupe de champagne, j'ai voulu regarder. Et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu qu'il tenait dans une main un sachet blanc et j'ai compris que c'était de la drogue. J'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. Je m'appelle Sandrine Josso, je suis députée de Loire-Atlantique. En novembre 2023, j'ai été invitée par un sénateur pour fêter sa réélection. Donc, il s'appelle Joël Guerriau. Je me suis rendu compte en fait que j'étais tombée dans un piège et j'ai réussi à m'échapper. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a servi donc une coupe de champagne et j'ai bu cette coupe de champagne et à partir de 10-15 minutes après ma première gorgée, j'ai ressenti des palpitations, des sueurs, des tremblements. Ça m'a énormément préoccupée. Il a voulu me resservir une coupe de champagne et tous ces symptômes ne faisaient que s'accroître. Son comportement aussi me paraissait étrange et il faisait par exemple des choses comme éteindre la lumière, allumer la lumière. Lorsqu'il a souhaité me resservir une coupe de champagne, j'ai voulu regarder ce qu'il faisait parce qu'il a pris cette coupe de champagne et il l'a emmenée dans la cuisine. Et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu qu'il tenait dans une main un sachet blanc et j'ai compris que c'était de la drogue. Et à ce moment-là, j'ai été prise de terreur, plus en même temps, tout ce que j'avais comme symptômes, j'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. Donc, je me suis échappée, il m'a suivie sur le palier, dans l'ascenseur, dans la cour de l'immeuble, dans la rue, jusqu'à mon taxi. Je me suis réfugiée à l'Assemblée nationale. Et dans le taxi, j'ai fait deux choses. J'ai appelé tout d'abord un collègue député, Luc Jesmar. Au son de ma voix, il m'a demandé si je faisais pas un AVC. Je lui expliquais que ce sénateur qu'il connaissait avait mis quelque chose dans mon verre. Il était loin de l'Assemblée nationale et je savais que j'allais pas pouvoir avoir la force de sortir du taxi. Donc j'ai préféré envoyer un SMS à un autre collègue en lui disant « Quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre, j'arrive à l'Assemblée nationale, viens m'aider ». Et ce collègue, donc Éric Pouillat, est venu me sortir du taxi et il m'a fait entrer dans l'Assemblée nationale et avec mon voisin d'hémicycle, ils ont appelé le SAMU. Alors, il faut savoir que toute la nuit, j'ai été dans l'attente parce que quand le SAMU est venu me chercher à l'Assemblée nationale, il m'a emmené immédiatement à l'hôpital de la Riboisière pour faire des examens toxicologiques. Je suis arrivée donc en pleine nuit aux urgences. J'ai eu des prélèvements de sang, prélèvements d'urine. Et là, j'ai attendu les résultats. Donc, le temps est très long dans ces moments-là. Et à partir de 6h30 du matin, un médecin est venu et m'a dit que les premiers résultats étaient tombés. J'avais au minimum de l'ecstasy dans mon sang. Et j'ai compris après que la formule complète, c'est précisément de la MDMA. Ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai discuté avec mon collègue qui m'a accompagnée toute la nuit, qui était donc à mon chevet. Et comme j'avais pas les idées claires, il m'a dit « Écoute, il faut appeler quelqu'un ». Tous les deux, on s'est dit que c'était une bonne idée d'appeler la présidente de l'Assemblée nationale qui a eu une réaction remarquable. Et elle nous a dit « Il faut aller porter plainte, aller au commissariat du 7e, quelqu'un vous attendra ». Donc elle a mis en place tout un protocole pour qu'on puisse être accueillis. Donc j'ai porté plainte. Suite à ça, les policiers sont allés voir le sénateur le jour même au Sénat. Ils ont perquisitionné son logement et ils ont retrouvé la drogue qu'il a été mis en garde à vue. Il y a eu une confrontation juste après les faits. Je l'ai assumé avec toute la difficulté et le traumatisme que ça engendre. Il a été donc mis en examen et l'affaire est toujours en instruction. Ce matin, donc Gérard Larcher, presque un an après, a dit qu'il ne souhaitait pas le retour du sénateur. La soumission chimique, c'est lorsqu'on est drogué à son insu. On peut être drogué par exemple par des médicaments ou tout simplement de la drogue. Votre agresseur décide de mettre soit dans votre alimentation, soit dans un liquide, une boisson alcoolisée ou non, des substances pour vous rendre vulnérable. Elles peuvent aussi être complètement sédatives, donc vous pouvez vous endormir et ça facilite en fait l'agression sexuelle et le viol. Selon les statistiques et les signalements, les femmes sont plus touchées que les hommes. Néanmoins, il y a aussi beaucoup d'hommes qui subissent de la soumission chimique. Il y a aussi des enfants, il y a aussi des personnes âgées. Ça peut toucher malheureusement tout le monde dans la société. Les agresseurs, la plupart du temps, connaissent les victimes. Les agresseurs sont plutôt dans la sphère amicale, intrafamiliale, familiale. Et c'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas comme on pourrait l'imaginer. C'est compliqué de pouvoir bien diagnostiquer la soumission chimique. On le voit par rapport au procès Pélicaud. Madame Gisèle Pélicaud a eu une errance
l'absence de diagnostic parce que le personnel médical n'est pas formé. Et c'est aussi important de dire qu'il y a une formation qui est nécessaire à plein d'endroits. Pour le personnel médical, mais aussi pour le personnel judiciaire, le personnel qui accueille les victimes dans les commissariats, mais aussi au niveau de la magistrature, au niveau des avocats. Toute la société, en fait, est aujourd'hui à un niveau de méconnaissance qui est important concernant cette forme de violence qu'est la soumission chimique. Il est nécessaire que toute la société soit plus en mesure de comprendre ce phénomène pour poser des actions et pour aider au mieux et la prévention de ce fléau et en même temps l'accompagnement des victimes. Quand on est victime de soumission chimique, c'est bien là le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Moi je pense qu'on pourrait réfléchir à quelque chose qui serait comme un kit du lendemain, qu'on pourrait se procurer partout en France, par exemple dans une pharmacie, avec des conseils, un flacon pour recueillir les urines, un numéro de téléphone pour aller immédiatement se faire prélever du sang et puis toutes les bonnes personnes à contacter dans ce parcours. Ce serait l'idéal, mais ça demande la collaboration de beaucoup de parties. Une collaboration sur le plan des pharmacies, des laboratoires, des infirmiers et aussi des forces en présence, commissariat et gendarmerie. Alors aujourd'hui, je vais mieux. Je suis déterminée plus que jamais, je pense. Et au regard de l'actualité, je pense aussi que c'est un moment où on peut vraiment faire bouger les lignes grâce à ce procès, grâce à tout ce que nous a permis Gisèle Pelicot en rendant ce procès public. Et je pense qu'il y aura un avant et un après procès. La France est en capacité, grâce à tous les tabous qui sont levés au travers de ce procès, d'évoluer un peu plus sur la prévention, sur la prise en compte des violences sexuelles dans notre pays. Et ce qui me semble important, pour que la honte change de camp, il faut aussi être en capacité de comprendre les douleurs des victimes. N'en dors pas est une association qui a été créée par Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pelicot. Cette association, elle a plusieurs objectifs, notamment de sensibiliser, de former, de prévenir, d'accompagner aussi les victimes. Cette association, elle a besoin de grandir, d'être soutenue par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, je suis la marraine et la porte-parole de cette association et je souhaite que l'on puisse donner à cette association tous les moyens nécessaires pour endiguer ce phénomène.